Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est bien évidemment Sunny qui est là pour vous proposer un tout nouveau Match of the Days, le tout premier Match of the Days de l'édition 2016. Et oui, on reprend notre bonne vieille habitude. Et donc on va rester pour le moment, on va pas aller du côté de l'Angleterre, on va pas aller du côté de l'Espagne, on n'ira pas du côté de la Ligue des Champions. On va rester en France, et oui, du côté du club de la capitale, puisque oui, le Paris Saint-Germain, le solide leader avec quasiment 20 points d'avance avant cette journée, eh bien se déplaçait du côté de Toulouse, le Toulouse Football Club qui eux sont relégables avec une 18e place. Et bien sûr les Toulousains se devaient de gagner pour essayer bien de marquer un coup et surtout bien évidemment de montrer bien que le leader pouvait être friable et qu'il pouvait tout simplement bien aller au-dessus et sortir de la zone rouge. Malheureusement, la situation a été malheureusement très difficile pour le Toulouse Football Club. C'est une énorme déception pour Toulouse. Puisque oui, Paris a gagné, Paris reste invaincu. Paris qui a gagné, qui a donc marqué à la 73e minute un but de Zlatan Ibrahimovic. C'était sur un corner, Lucas qui le tire, David Luiz qui dévie. Et malheureusement, avec le seul moment où Toulouse a été un peu absent au niveau du marquage, eh bien Zlatan Ibrahimovic a pris le ballon et a tout simplement mis une tête piquée pour marquer le seul but de la rencontre. Alors, il faut quand même reconnaître que, à part ce but, le Paris Saint-Germain a eu quand même d'énormes difficultés dans ce match. On notera par exemple que Toulouse a tout simplement fait le jeu. Alors on notera d'abord la blessure de Javier Pastore. Javier Pastore qui semble toucher au mollet. Javier Pastore qui a dû quitter ses partenaires aux alentours de la 15e minute. Une blessure assez sérieuse. Lui qui revenait qu'on pensait vraiment guéri, celui qu'on appelle bien sûr le El Flaco, est blessé et on ignore encore combien de temps il sera indisponible. Et c'est vraiment une grosse tuile pour Laurent Blanc qui a donc dû le remplacer par Edinson Cavani. Et justement, alors est-ce que c'est un lien par rapport à la domination toulousaine, puisque oui, en première mi-temps, Toulouse va dominer le Paris Saint-Germain, va se créer les occasions les plus intéressantes. Il y a une tête de Ben Yedder sur un centre de Mathéus qui oblige Kevin Trapp à une parade très intéressante. On a ensuite un long ballon en profondeur avec donc David Luiz qui a du mal à contenir Wissam Ben Yedder et qui réussit à frapper. La balle finit sur la transversale. Il y a aussi d'autres occasions par-ci par-là, des coups que Toulouse aurait pu utiliser. Je pense par exemple à la première mi-temps avec un 5 contre 3, et à ce moment-là Mathéus ne fait pas la bonne décision, il donne le ballon un peu tard et résultat malheureusement l'équipe ne réussit pas à donner. Il y a eu pas mal de problèmes de marquage du côté parisien et notamment dans les tops et les flops. Vous verrez que malheureusement Paris a été quand même s'ils ont remporté ce match, Paris pour moi fait partie des gros flops. Pas mal de joueurs ont été décevants par rapport à ce match et justement on en parlera durant cette émission. Mais on va quand même parler justement de la prestation globale, comme toujours, ça ne change pas les bonnes vieilles habitudes. La prestation globale, la prestation globale qui donc, on va quand même parler déjà du Toulouse Football Club, le TFC qui est arrivé avec un 3-5-2, avec donc 3 défenseurs, 5 milieux de terrain et 2 attaquants, Wissam Ben Yedder et Martin Braithwaite. Et justement, de l'autre côté, on avait un Paris Saint-Germain qui, eux, allait en 4-3-3, avec à part, dans l'équipe qui allait jusqu'à Lyon, on avait quand même eu beaucoup de joueurs qui étaient revenus, Zlatan Ibrahimovic. On peut citer également le retour de Thiago Motta et également Serge Aurier et Maxwell. Sinon, Laurent Blanc a continué bien sûr à faire tourner, puisqu'on rappelle qu'au mois de janvier, les matchs vont s'enchaîner pour les deux équipes d'ailleurs, parce que bien sûr Toulouse est dans la même situation que le PSG. Et donc, dans cette... même Blaise Matuidi d'ailleurs ne jouait pas du côté de Lyon, c'était en milieu de semaine dernière. Alors, justement, on va quand même parler de ce match avec... Justement, la première indication qu'on a pu voir, c'est une début de domination du Paris Saint-Germain, ça a été plutôt bien. Et quand je dis que Javier Pastore a peut-être, eu quelques difficultés, et justement sa sortie a peut-être un petit peu posé des problèmes du côté du PSG, je parle dans un point précis, c'est que on dit souvent que Paris est une équipe qui a besoin d'asseoir son jeu, a besoin de dominer le milieu de terrain, et c'est ce qu'ils font très souvent avec justement le trio que l'on connaît tous, Motta, Verratti, Matuidi. Et on a vu une équipe de Toulouse beaucoup plus conquérante dans les duels, beaucoup plus conquérante
dans les duels, dans le défi physique. Une équipe qui vraiment faisait un pressing très très haut. Je pense par exemple à Martin Braithwaite qui descendait beaucoup, à Trero qui a pas été mal, à Park Pro qui a été intenable. On en parlera peut-être après dans les tops parce qu'il fait partie des tops de cette rencontre. On peut citer également Mathéus qui a pas été mauvais, franchement, beaucoup de décalage sur les côtés, même si parfois ça n'a pas toujours été bien utilisé du côté de Toulouse. On a vu quand même une équipe de Toulouse beaucoup plus mordante, avec beaucoup plus de qualité. Et l'autre côté, on a vu une équipe du PSG pas très bien, à l'image peut-être de ses dernières sorties. On a eu par exemple un Lucas qui a certes marqué le but contre Lyon, mais qui n'est pas en dedans de santé. Edinson Cavani qui est égal à lui-même, on en parlera peut-être après. Un David Luiz pas rassurant. On voit d'ailleurs que l'absence de Thiago Silva et d'Angel Di Maria qui ne jouait pas dans ce match, puisque Angel Di Maria s'est blessé à Lyon et Thiago Silva lui s'est blessé à Bastia. D'ailleurs, à noter également que Marquinhos s'est blessé dans ce match, hein, une blessure, on ne sait pas trop si c'est sérieux ou non. Ça, bien sûr, on le saura, je pense, le lendemain ou peut-être lundi. Ils passeront des examens pour savoir ça, Pastore et Marquinhos. Mais c'est vrai que David Luiz, je l'ai senti fébrile, je l'ai senti pas très bien dans ce match. On en parlera peut-être pour les flops également. Donc forcément, il y a eu quelque chose qui était inhabituel, un PSG beaucoup moins conquérant, avec, je pense, on l'a pas vu, mais peut-être une possession de balle beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus égale. Et l'autre côté, on a eu des attaquants d'ailleurs, alors Laurent Blanc a voulu passer sur un 4-4-2 en losange avec deux pointes et Cavani et Ibrahimovic avec notamment un Lucas qui était derrière. Ça n'a pas marché du tout. On a l'impression que le PSG cette semaine depuis le début de 2016, le PSG a ronronne. Le PSG revient un petit peu ce PSG qu'on avait eu de dès septembre 2014 à décembre 2014 finalement, à janvier 2015, avec des résultats qui étaient étriqués, avec des victoires qui étaient étriquées. Parfois, ça se transformait en match nul. On a vu par exemple ces matchs-là. Et on est en train un petit peu de revenir à ces problèmes avec des jeux un peu moins bons. La seule différence peut-être entre justement cette période et ce match-là et peut-être ce match, les différents matchs qu'on a eu depuis le début de l'année, c'est que Paris, malgré le fait qu'ils ne jouent pas très bien, malgré le fait qu'ils sont en difficulté, Paris remporte ces matchs. Paris reste leader et surtout peut-être que le PSG aujourd'hui n'est plus vraiment autant concerné par la Ligue 1. On va quand même rappeler qu'à l'heure où je vous parle, les matchs n'ont toujours pas été officialisés, mais il se pourrait bien que le PSG ait 23 points d'avance sur le deuxième, ce qui serait quand même unique en son genre, et je pense que le PSG se complaît bien par rapport à ça. Alors voilà, par rapport à tout ce qu'on pouvait dire du côté des deux équipes, voilà, un Toulouse très intéressant, un Toulouse conquérant, un Toulouse très très bien en première mi-temps, qui malheureusement n'a peut-être pas fait les bons choix et qui peut-être a eu deux belles occasions et malheureusement n'ont pas réussi à les mettre au fond. Et l'autre côté, on a eu un PSG plus fébrile que d'habitude, un PSG moins conquérant, pour une équipe parfois coupée en deux aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, avec un Mota parfois qui jouait très très haut et pas toujours en dedans de Sunday. On avait un 4-4-2 qui a été mal utilisé, des blessés, Pastore et Marquinhos. Ça aurait pu être bien plus grave parce qu'on aurait pu voir une défaite, en plus la première défaite de la saison. On a eu une attaque qui n'a pas été à la hauteur, et surtout à l'image bien sûr de la défense toulousaine qui a souvent été très conquérante, à part le but de Zlatan Ibrahimovic. D'ailleurs, juste après le but, on a senti des Toulousains beaucoup plus fébriles, sans doute peut-être liés à la fatigue et peut-être aussi à la déception, mais en tout cas pour Toulouse, s'ils continuent comme ça, je pense que Toulouse sera quand même pas des équipes qui descendront. En tout cas, ils ont fait preuve d'envie, de qualité, et justement après le match contre Reims, on a vu que contre Reims ils avaient mis ce qu'il fallait. Il faut continuer à ça, et justement, eh bien, ça peut être de bon augure. Attention quand même au mercato. On a parlé de Ben Yedder qui pourrait être transféré à l'OM, transféré à Tottenham. C'est sûr que on voit que Braithwaite est pas mal. Ah non, ils ont joué contre Marseille, pardon. Ouais, ils ont joué contre Reims, ça c'était en championnat. Mais ils ont joué aussi, et ça c'est très intéressant, contre l'OM. Ils ont gagné contre l'OM. Et notamment contre... Je pense que Braithwaite peut être vraiment la solution par rapport à tout ça. Alors, on va quand même maintenant passer au top et au flop, hein, ça ne change pas d'habitude. Alors les tops et les flops, pour ceux qui se demandent ce que c'est, en fait c'est les trois meilleurs joueurs de cette rencontre. Et les trois joueurs qui pour moi ont vraiment déçu par rapport à cette rencontre. Donc on va commencer avec les tops. Alors on va faire du troisième jusqu'au premier, hein, comme d'habitude. Alors, le troisième, eh bien, c'est Zlatan Ibrahimovic. Alors,
je le sélectionne déjà parce qu'il marque le but. Hein, quand même, c'est important. On peut considérer il sauve bien le Paris Saint-Germain. Mais moi, ce que j'ai aimé du côté de Zlatan, c'est pas seulement son but. C'est vrai que son but a été salutaire pour le PSG. Forcément, ça c'est très intéressant. Et donc forcément, c'est l'homme du match, puisqu'il permet à l'équipe de remporter la rencontre. Hein. Alors, je précise qu'on aurait pu mettre d'autres personnes, mais je les citerai juste après. Mais on peut citer également vraiment sa qualité défensive. J'ai trouvé un Zlatan très très bien défensivement. Je l'ai trouvé très bien. Notamment la dernière action de Toulouse où il met une belle tête pour l'envoyer à l'extérieur. Il s'est procuré quand même les meilleures occasions de ce match, notamment des têtes. Alors certes, c'est pas toujours été parfait, hein, on va pas se mentir. Hein, Zlatan a fait quelques petites boulettes, mais j'ai aimé ici le fait qu'il a souvent joué en déviation, notamment avant que Pastore se blesse. J'ai trouvé qu'il jouait beaucoup en déviation. Il a essayé de donner pas mal de ballons. Il a frappé au but, ouais, qu'il a frappé au but, faut quand même le reconnaître. Et voilà, il a essayé, comme par exemple le ballon pour Lucas. Ça reste, pour moi, le seul attaquant du Paris Saint-Germain. Puisqu'on va voir les déceptions, il y a l'autre qui n'a malheureusement pas été à la hauteur. Donc Zlatan, très très bonne pioche. Est-ce qu'il va être prolongé, pas prolongé? Ça, malheureusement, ça c'est une grande question. Mais c'est clair que si je suis le Paris Saint-Germain, l'assurance s'appelle Ibrahimovic. Et le reste pourrait s'appeler les autres attaquants qui n'ont pas été à la hauteur. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai senti quand même une sorte de... Alors je sais que c'est pas un terme qui est pas très intéressant, mais une sorte de Di Maria dépendance. Puisque, je sais pas, j'ai trouvé que sans Di Maria, je les ai trouvés un peu... J'ai trouvé un peu l'équipe de l'année dernière. Et ça, c'est vrai que ça peut devenir très vite inquiétant. Alors, le top numéro 2, eh bien, c'est Akpa Pro. Très bien, honnêtement très très bien. Franchement, je l'ai trouvé vraiment très très bon dans la récupération du ballon, notamment dans le défi physique. J'ai trouvé dans la récupération du ballon qu'il a été excessivement très bon. Moi, voilà, dans la récupération du ballon, il a posé pas mal de problèmes, notamment entre dans le milieu de terrain. J'ai trouvé que dans le milieu de terrain, le fait qu'il rentre dans l'art des milieux de terrain parisiens empêchait vraiment les Parisiens de jouer bien leur ballon. Et surtout quand Lucas a passé derrière les deux attaquants, le Cavani et Ibrahimovic. Il est un peu reculé, il a mis un petit peu de contact pour ainsi dire montrer tout ça. Et ça, j'ai trouvé que sincèrement, je l'ai trouvé très intéressant, je l'ai trouvé de très très bonne qualité. Et si pour moi Toulouse a été bon dans ce match, notamment dans le défi physique et au milieu de terrain, ils le doivent à Akpa Pro que j'ai trouvé très intéressant. Alors certes, bien évidemment, on aurait pu citer d'autres joueurs au milieu de terrain, mais pour moi c'est justement lui que j'ai voulu mettre en lumière. Alors ensuite, le dernier meilleur pour moi c'est Martin Braithwaite. On a vu quand même son raid contre Marseille, hein, et sincèrement, il a super passe en profondeur pour Ben Yedder. J'ai trouvé que franchement c'est le meilleur joueur de 2016. Hein. Il a fait plusieurs têtes, il a fait quelques dribbles très intéressants, il a touché, il a fait quelques dribbles intéressants, il a beaucoup joué bas en récupérant beaucoup les ballons, et surtout, moi j'ai marqué un truc, c'est que c'est souvent lui qui procédait aux contres, c'est-à-dire qu'il prenait le ballon, il allait beaucoup dans les contres, etc., etc. Alors après, j'ai l'impression que quand Toulouse a baissé le pied, c'est quand Braithwaite a baissé le pied. Parce qu'au moment où ça a été un peu plus dur pour Toulouse, c'est parce que lui n'y arrivait plus. C'est clair que aujourd'hui, l'équipe tient. Alors certes, on va parler quand même du deuxième que j'ai pas mis, mais c'est clair que lui est généreux. Il a essayé de changer le rythme, il a essayé de jouer en contre. Il a essayé de donner un bon ballon d'ailleurs. Il a donné un excellent ballon pour Wissam Ben Yedder. Mais le problème, c'est que quand tu n'as plus rien dans le moteur, c'est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, en parlant de Ben Yedder, j'aurais pu le nominer aussi. Hein. C'est clair que Ben Yedder a été excellent. Il touche la transversale. Il a pas mal de dribbles qui ont vraiment rendu fou la défense parisienne. Franchement, et on aurait pu mettre également Diop, que j'ai trouvé très très bien. Il a d'ailleurs quasiment, à part peut-être le duel du but, il n'y a rien. Alors, franchement, il a été impérial et j'ai trouvé vraiment de très très bonnes factures par rapport à tout ça. Franchement, excellent du côté alors, Diop et également de Ben Yedder. Voilà, malheureusement on peut citer que 3 personnes, hein, et forcément le fait que Ibra marque le but fait que malheureusement il a pris la place de Ben Yedder par rapport à cette position. Allez, on va passer maintenant au flop, forcément les flops, et voilà, j'ai envie de te dire, vous allez vous rendre compte que on va commencer avec le troisième.
Alors, on va pas se mentir, j'aurais pu citer Lucas. Lucas qui a pas été bon. Pour moi, pourquoi j'ai voulu mettre Cavani? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il fait une prestation que j'ai trouvée insipide. Alors certes, il a essayé, il a beaucoup défendu, il a été volontaire, ça c'est clair. Mais à part ça, il n'y a rien. Genre, Cavani, il a frappé au but une fois. C'est tout, il a frappé au but une fois. Je veux bien qu'il râle parce que voilà, il est pas content, parce il joue pas beaucoup, enfin il joue pas à son poste, et patati et patata. Maintenant, j'ai trouvé que voilà, il a absolument rien fait. Il a essayé de dédoubler sur le côté gauche quelques fois, ça n'a pas marché. Et il faudrait peut-être en plus, il faudrait peut-être se poser la question. Contre Lyon, pour moi, il est invisible. Il est transparent contre Lyon. Et surtout, il jouait dans l'axe là. Donc on peut pas lui dire qu'il était mauvais. Il n'était pas à son poste, il jouait dans l'axe. Et là, il joue au poste sur le côté gauche. Ibra, a priori, lui a donné un. D'ailleurs, il a voulu donner un bon ballon. Certes, c'était un peu en profondeur. Ça n'a pas marché. Je trouve Cavani, depuis qu'il est revenu, je le trouve lent. Je le trouve pas, on va dire, affûté. Je retrouve pas l'attaquant que, même s'il avait toujours. Il râlait un petit peu parce qu'il jouait sur un côté. On l'a vu par exemple. Je le trouve pas très affûté. Je le trouve pas. Dans l'impact, je trouve pas, je sais pas, il a pas cet instinct que moi je trouve, des instincts de buteur que il avait peut-être en 2015. Rappelez-vous, en 2015, le ballon il rentrait, alors certes, parfois il ratait, c'est normal, mais il se créait des occasions, il essayait d'être là, il était présent. Et aujourd'hui, moi je me pose une question, le jour où Cavani, bah, faut Cavani, quand Ibrahimovic était pas là, il marquait des buts. On disait même d'ailleurs que Ibrahimovic et Cavani ne pouvaient pas se blairer. Finalement, c'est pas le cas puisqu'on voit que Ibra lui donne des ballons. D'ailleurs, je pense qu'Ibra a fini par accepter le fait que plus un remiseur, quelqu'un qui est plus donné dans la profondeur, et permet à Cavani et à Lucas de partir dans la profondeur. Il était un deuxième attaquant. Certes, il a joué beaucoup sur le côté gauche parce que je pense qu'après Laurent Blanc a voulu remettre le système en place pour essayer de partir dans la profondeur et laisser Max sur les côtés. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas du côté de Cavani. Et surtout, moi, je voulais mettre aussi un point très important. Cavani, depuis le début de la saison, il a fait un match titulaire. C'est quand même peu. Moi, je suis à la place de Cavani. Est-ce qu'il y a un problème, Cavani? Est-ce que les excès de Cavani, je veux dire, est-ce que le fait que Cavani passe son temps à râler sur le fait qu'il joue pas dans l'axe, sur le fait que si, est-ce que ça ne devient pas un problème par rapport à ça? Je me pose la question parce que là, on a un problème. Le PSG est en train d'avoir un vrai problème, ce qui est un problème qui va devenir récurrent. Cavani, à un moment donné, il commence à râler, il ne supporte pas ça. Et je me pose une question, sera-t-il en mesure aujourd'hui d'aider le PSG? On se souvient qu'il y a 2 ans, lorsque Ibra se blesse contre Chelsea, il y a 3-1, si Cavani doit être le successeur d'Ibrahimovic, puisqu'a priori il va succéder, hein, on va pas se cacher, il faut qu'il le montre, puisque là il ne montre rien, et en plus de ça j'ai l'impression qu'il y a un contentieux entre lui et Laurent Blanc. Ça fait beaucoup, et j'ai quand même la nette impression que tout ça accumulé, 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 fait que peut-être que Cavani, au bout d'un moment, il en a marre, et ça se ressent sur le terrain. Bon, ensuite, pour le top numéro 2, enfin le flop numéro 2, et ben David Luiz, hein, j'en ai parlé avec Ben Yedder, vraiment, il n'a pas été à la hauteur. Franchement, ça pour moi, David Luiz, contre Lyon, il a été très bien, mais alors certes, il a joué beaucoup, il était un peu en manque, un petit peu fatigué, mais il perd des ballons. Il a notamment Ben Yedder, il a vu les drills, il arrivait même pas, il était carrément en train de courir derrière lui, il avait beaucoup de difficultés. Il sauve son match, alors certes avec sa déviation sur corner, mais c'est vrai que moi je l'ai trouvé pas serein du tout, et franchement j'ai trouvé ça dommage. Voilà. Alors après, au niveau, alors certes c'est un joueur que j'adore, mais c'est un joueur qui a déçu dans ce match, c'est Blaise Matuidi. Ah Blaise, il a pas été... Première mi-temps, je l'ai pas vu. On va pas se mentir, hein, je l'ai pas vu du tout. Il n'y a pas de ballon en profondeur, pas de couverture vers l'avant. Je l'ai pas trouvé, il n'était pas là. Et notamment, vous savez, ces fameuses couvertures vers l'avant où il aime bien partir vers l'avant. Et j'ai trouvé aussi un truc. Bon, après, il se fait manger, il avait beaucoup de mal à trouver des solutions. Et notamment,
quand Paris n'a pas cette possibilité de profondeur qu'a Matuidi, le PSG ronronne, le PSG commence à avoir du mal, le PSG fait tourner, le PSG perd le ballon. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec des Thiago Motta qui perdait des ballons, avec Stambouli qui perdait des ballons, avec avec Matuidi qui perdait des ballons. Beaucoup de ballons perdus du côté du Paris Saint-Germain. Et Matuidi en a été donné. Et je pense que là, celui qui est capable toujours de récupérer les ballons, de pouvoir faire partir en profondeur, d'être souvent celui qui fait le lien entre l'attaque et la défense, eh ben il n'était pas là. Je l'ai trouvé en difficulté physiquement. Je l'ai pas trouvé, il était lourd physiquement. Et c'est étonnant par rapport à ce qu'il a fait en 2015, en août 2015. Quand il était revenu, on avait vu un Matuidi beaucoup plus conquérant. Est-ce qu'il a encore besoin de se reposer physiquement? C'est la grande question. En tout cas, pour moi, il n'a pas été à l'autre dans ce match. Il faut reconnaître une chose, cela est une grosse déception pour lui. Mais il faut avouer une chose, Blaise Matuidi, en général, c'est un joueur qui, comme le diesel, il augmente au fur et à mesure. Là, il a été un peu moins bien, mais je ne me fais aucun souci pour lui. A priori, allez, de toute façon, on va pas se mentir, le PSG, aujourd'hui, a une ambition, c'est d'être prêt pour Chelsea. Chelsea d'ailleurs qui a perdu contre Everton dans la même situation. Donc ça veut dire que tu as une équipe qui gagne alors qu'elle joue pas très bien. De l'autre côté, on a une équipe de Chelsea qui certes a changé d'entraîneur, a des difficultés, certes est revenu et a perdu 3-2. Donc quand même, l'impact psychologique il y est. Maintenant, attention à ce que... Parce que moi j'ai l'impression que parfois Paris reste un peu le Chelsea de l'année dernière. C'est que maintenant ça commence à devenir de plus en plus dur. Et un jour ou l'autre, eh bien le jour où ça va casser, ça risque de faire très très mal aux fesses. Et ça forcément, Matuidi pourrait être, on va dire, l'image de ça. Parce qu'on sait que Matuidi va partout. Et s'il n'arrive plus vraiment à avoir ce moteur qui fait que le PSG est tout simplement difficile à gérer, ça peut devenir compliqué par rapport à ça. Après, je pense que Laurent Blanc va le dire en conférence de presse. D'ailleurs je vais aller voir s'il a déjà parlé, hein, peut-être que Laurent Blanc s'est exprimé. Non, il ne s'est pas encore exprimé dans ce match. Bon voilà, en tout cas moi, alors je vais vous... Non, il n'y a plutôt pas de rencontre, donc on rappelle que... voilà, donc voilà ce que j'avais à dire dans ce match, je pensais que ça allait se terminer. Voilà ce que je pouvais dire dans ce match, donc victoire très difficile, Paris qui continue son bonhomme de chemin de janvier, ils gagnent, ils font leur boulot, mais la manière n'y est pas. Ça, c'est la seule chose qu'on pourrait dire. Et là, va falloir que le PSG se reprenne très vite. Chelsea arrive très très vite. Alors, si après, ils gagnent contre Chelsea 3-0, on pourra rien dire. On sera là pour leur serrer les mains. Mais si le PSG veut aller plus loin, le PSG doit faire mieux au niveau du jeu. Surtout qu'on a longtemps été très critique par rapport au jeu par rapport au jeu. On dit souvent que le PSG est la seule équipe qui fait du jeu. Si avec Nice, peut-être avec un peu Nice, là c'est vrai que voir Paris avoir du mal à produire du jeu, cela peut être un gros problème par rapport à ça. Voilà. Allez, c'est la fin de ce match of the day. Alors, je vous préviens, demain peut-être il y aura le Liverpool Manchester United. J'ai pas encore décidé, ça dépendra si je suis disponible ou non. Des choses à faire, hein, des choses personnelles à faire. Mais vous inquiétez pas, on en parlera. Je vous essaie de vous en parler un petit peu par rapport à ça. Il y aura le derby aussi Lyon-Saint-Etienne. Saint-Etienne-Lyon, pardon. Ça aussi c'est pareil, je vais essayer d'en parler par rapport à ça. En tout cas, si vous avez envie de discuter du match, tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans les commentaires en dessous. Hein, vous dites si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire. Sinon, ce que vous faites, c'est que n'hésitez pas aussi à parler du match sur Facebook, hein, sur Geek and Sport Wrestling Football, ou alors vous allez sur Twitter en nous posant des questions sur en base Wrestling Foot. En tout cas, si la chaîne Geek and Sport, ou alors si les matchs of the Days vous plaisent, mais si la chaîne Geek and Sport vous plaît également, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner tout simplement en allant sur la chaîne. Vous cliquez sur le petit bouton qui ressemble à ce que vous avez à droite là, et vous abonnerez par rapport à ça. D'ailleurs, on nous reste 5 abonnés. Après, vous serez le 500e, peut-être que toi tu seras le 500e abonné. Hein. Eh ouais, hein. Bon allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, passez un bon week-end, et ciao tout le monde!